l'électricité, c'est un conducteur de bonheur. Et grâce à l'accès à l'électricité, effectivement, cela permet d'assurer le développement des Béninois, de leur offrir, au-delà de la lumière, de leur offrir des conditions, un cadre de vie et des conditions de travail et d'apprentissage. C'est aussi pour ça que nous avons souhaité nous engager avec l'UNICEF pour accompagner le développement du Bénin, parce que nous avons notre profonde conviction que le développement passe par ses habitants, passe d'abord par ses enfants, donc à tous ceux qui vont avoir des enfants qui en ont, vous le savez bien, et donc d'avoir des conditions d'éducation de qualité, c'est important pour nous. Je voudrais vous remercier pour avoir effectué le déplacement de Sémékodji pour vivre le fruit de la coopération entre notre pays, le Bénin, et le groupe de réputation internationale Vinci Énergie, coopération qui se matérialise par l'inauguration ce jour du poste 161-63-15 kV de Sémékodji et le renforcement du réseau électrique qui, à coup sûr, participera au soutien du développement du tissu industriel béninois. Plus que l'achèvement du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique par SBE, je reste convaincu que nous venons célébrer le départ de plus de projets structurants pour définitivement lancer la marche irréversible vers le développement et l'emploi pour tous. Vous allez à Glodibé, vous allez voir une usine de fabrication de carreaux à partir de nos matériaux locaux, à partir de l'argile, à partir du kaolin et autres matériaux de carrière du Bénin. L'année prochaine également, je vous rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour commencer par extraire en eau profonde. Nous avons déjà de l'or blanc, mais on aura de l'or noir. Depuis 8 ans et demi, on y travaille, à travers les textes, à travers des partenaires sérieux, et maintenant, c'est chose faite. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer également par être un pays exportateur, producteur, puis exportateur du pétrole brut. Je veux, pour soutenir ce que le ministre de l'Énergie a dit tout à l'heure, répéter l'engagement de notre gouvernement, qui est de donner à nos compatriotes, là où ils vivent, plus d'énergie, une meilleure qualité de l'énergie et aussi une énergie à bon marché. En 2016, quand le président Patrice Talon a été élu, nous importions 99% de notre énergie. Aujourd'hui, nous produisons déjà plus de la moitié de cette énergie. Et notre objectif est, d'ici quelques mois, de produire et de distribuer encore plus, pour être plus autonome, pour être plus indépendant dans notre pays, mais aussi pour fournir de l'énergie à bon marché et à meilleure qualité à nos compatriotes. Déjà au niveau du technique, nous constatons une levée des effectifs. J'étais au lycée Koulibaly pour lancer la première série des examens techniques et j'ai pu noter là que nous sommes passés de moins de 4000 candidats en 2016 à plus de 12 000 actuellement. Donc les chiffres multipliés par 3-4. Et quand vous prenez les effectifs, même au niveau des filles, ces effectifs existent là, là également, nous avons une flambée et cela ne va pas s'arrêter. Alors, lorsque nous parlons de 70% au niveau de l'UFTP, ne regardez pas seulement le système formel, il y a également le système informel. Autre chose, tantôt nous parlions de la réforme au niveau du BEPC. En fait, cette réforme qui veut que tous les enfants, dès déjà le premier cycle, fassent tous les sciences, c'est également pour les préparer à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Vous observez qu'il y a des kits scolaires qui sont gratuitement distribués aux filles et sous la conduite de ma collègue, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il y a même des transferts monétaires qui sont attribués à des filles, tout ceci pour les encourager et surtout les maintenir à l'école. Il y a aussi d'autres grandes actions que vous connaissez, déjà qu'au
au premier cycle de l'enseignement secondaire général, vous êtes conscient que les filles ne payent pas de contribution. Tous les Béninois nous suivent. Il s'agit bel et bien de toutes les filles de l'enseignement secondaire général premier cycle au niveau donc du public. Nous allons même au-delà. Depuis l'année dernière, cette mesure a été étendue au second cycle avec une mise à l'échelle de 20 communes sur les 12 départements. Donc la mesure d'exonération est déjà effective au second cycle. Donc il y a des collèges à 20 communes où les filles du second cycle ne payent pas de contribution. D'accord. La généralisation est prévue. La génération est prévue. Si nous avons commencé, c'est que la génération est prévue. D'ici 2026. Cela tiendra compte évidemment de la performance du budget. De toutes les manières, c'est prévu. Les kits scolaires, les transferts monétaires, ça permet d'encourager les filles, surtout en milieu rural, de poursuivre leurs études. Ça permet la rétention, parce que nous avons un taux de rétention qui n'est pas très reluisant. Donc ça permet surtout la rétention donc, des filles. Il y a même des actions qui vont au-delà des transferts monétaires directement aux filles. Il y a des actions qui sont faites en direction des mères de ces filles pour des activités génératrices de revenus. Les garçons en soi ne sont pas négligés, même s'il y a plus d'actions en direction des filles. Il y a une réflexion en cours pour que le fossé ne soit pas grand et qu'on s'assure que réellement l'équité est assurée. En prenant des mesures en faveur des filles, il faudrait qu'on s'assure que les garçons aussi sont, surtout comme vous le dites, défavorisés. Il faudrait qu'on s'assure qu'ils... Donc il y a une réflexion en cours dans ce sens. Le CQM, c'est le certificat de qualification au métier. Le certificat de qualification au métier, c'est-à-dire c'est un diplôme délivré par l'État qui a la valeur du baccalauréat. À notre époque, par exemple, c'était les patrons même qui organisaient le diplôme et puis ils font signer seulement les diplômes à la mairie et c'était tout. Mais actuellement, nous avons l'avantage de voir que le gouvernement même a pris à bras le corps ce document en main et c'est lui qui délivre désormais les diplômes et nous voyons que ça a de grandes valeurs actuellement. Et ça permet aux détenteurs de postuler et n'importe où. Même ils peuvent même voyager avec les critères sont énormes. Donc, tout d'abord, les examinateurs voient la manière dont l'apprenant s'est habillé, la manière dont il s'est présenté devant les examinateurs. C'est ça le premier point. Le second point, ils vont répondre à des questions orales et après, ils vont passer aux pratiques. Nous attribuons les notes par rapport à la pratique selon la finition parce que on regarde si les mesures sont conformes, et on regarde si les cours sont à l'auteur, on regarde si le travail est bien fait et surtout la finition parce que c'est la finition qui compte. On a formé les examinateurs de sorte que le candidat qui se présente devant lui, on doit lui poser la question de savoir quelle langue est sa langue maternelle. Et c'est à partir de cette langue qu'on va lui expliquer ce qui est écrit sur le document, sur les épreuves, et puis après ça, on va les lancer. Nos apprenants actuels ont un diplôme qui a assez de valeur que ce que nous avions. Et c'est en cela, ils ont mis encore un truc en place, le CQP, c'est-à-dire certificat de qualification professionnelle. Pour les patrons qui n'ont pas le CQM, ils ont maintenant le droit, ou ils ont maintenant l'opportunité de se rapprocher maintenant du secteur pour réactualiser leur diplôme. Et puis, eux-mêmes, ils auront un diplôme digne de ce nom, un diplôme qualifié par l'État comme
nos apprenants d'aujourd'hui l'ont. Il y a certains dossiers à mener simplement et à fouiller pour pouvoir renouveler nos diplômes. Et c'est ça, c'est un cours maintenant. Le fait de délivrer les diplômes comme cela se faisait est strictement interdit à partir de ce moment. Parce que le gouvernement a demandé à ce que tous les apprenants passent par le CQM pour pouvoir avoir leur diplôme en bonne et due forme. L'appel que je vais lancer aux apprenants, aux parents, de se référer à ce que le gouvernement a mis en place pour que les choses aillent de l'avant. Ama Amadou n'est plus. L'ex-premier ministre nigérien et ancien président de l'Assemblée nationale de 2011 à 2014 est décédé mercredi à l'âge de 74 ans à Niamey. Opposant au président Mohamed Bazoum, il était rentré au Niger en septembre 2023 après le coup d'État. Avril 2021, il est autorisé à se rendre en France pour des soins. Avant cela, Ama Amadou était en détention préventive dans une prison à Filingué à l'ouest de Niamey, accusé d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 21 février 2021 remportée par Mohamed Bazoum. Sa candidature à la présidentielle de décembre 2020 avait été rejetée par la Cour constitutionnelle, laissant la voie libre au successeur de Mahamadou Issoufou. Sous le régime de ce dernier, l'ex-premier ministre avait également été incarcéré pendant plusieurs mois en 2015 pour des accusations de trafic d'enfants. Malgré cette détention et le fait qu'il n'ait pas pu mener campagne, il réussit à obtenir la deuxième place à l'élection présidentielle de 2016, recueillant près de 18% des voix. Au Mozambique, face à une contestation post-électorale croissante, Daniel Chapo a appelé jeudi au calme et à la retenue. Le président nouvellement élu veut privilégier le dialogue dans un contexte politique tendu où la répression policière contre l'opposition suscite de vives inquiétudes. Je souhaite être le président de tous les Mozambicains, unis de Rovuma à Maputo. Ensemble, engageons un dialogue ouvert et constructif. Le développement du Mozambique ne passe pas par les manifestations dans les rues, mais par la paix, l'harmonie, la sécurité et la coopération. Je suis prêt à écouter chaque Mozambicain et à accueillir toutes les idées qui peuvent contribuer à l'avenir de notre pays. Le scrutin présidentiel du 9 octobre dernier a été entaché d'irrégularités et de violences selon l'Union européenne. Par ailleurs, deux figures proches de l'opposant Venancio Mondlane ont été assassinées sans qu'aucune enquête n'ait été annoncée. Daniel Chapo s'est désolidarisé de ces crimes odieux. En tant que parti Frélimo, nous souhaitons réitérer une fois de plus notre rejet des meurtres d'Elvino Dias et de Polo Gwambe, ainsi que des autres citoyens qui ont été physiquement affectés par les manifestations en cours. Daniel Chapo, successeur de Felipe Nyusi, a remporté 70,67% des suffrages, suivi du candidat indépendant Venancio Mondlane, arrivé second avec 20,32% des voix. L'opposition, qui avait appelé à manifester contre ce qu'elle considère comme un hold-up électoral du Frélimo, au pouvoir depuis 1975, a déposé des recours auprès du Conseil constitutionnel. La journée mondiale de la polio est célébrée le 24 octobre. Cet événement vise à renforcer les efforts pour éliminer cette maladie. En Afrique, des progrès significatifs ont été réalisés. Les autorités sanitaires ont annoncé que seuls 134 nouveaux cas avaient été signalés en 2024 dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso et le Niger. La région de l'Afrique australe a connu une amélioration notable. Aucun cas de poliovirus n'a été enregistré en Afrique du Sud depuis 2022. Cependant, des défis demeurent, en particulier dans les zones de conflit. Selon l'UNICEF, 85% des enfants atteints de polio en 2023 vivaient dans des pays fragilisés par la guerre. Ces zones ont connu une augmentation de cas au cours des 5 dernières années. Au Soudan, les conflits entravent les campagnes de vaccination. La couverture vaccinale a chuté de 85 à seulement 53%.
Dans certaines zones de conflit, elle est encore plus basse et atteint les 30%. Malgré cela, des interventions d'urgence de l'UNICEF sont mises en place. Les prévisions s'annoncent positives pour l'économie égyptienne. Dans son dernier rapport, le FMI estime qu'elle connaîtra une forte reprise au cours de l'exercice 2025-2026 avec une croissance du PIB située à 4,1%. Une prévision qui marque une augmentation significative par rapport à l'estimation de 2,7% pour l'exercice 2024-2025. Pour la campagne 2023-2024, la croissance du PIB est tombée à 2,4% contre 3,8% l'année précédente. Une chute notamment provoquée par la crise monétaire et la guerre dans la bande de Gaza. Deux événements qui ont conduit à la baisse des recettes du canal de Suez et au ralentissement du tourisme. Les perspectives économiques de l'Égypte sont encourageantes grâce au soutien des institutions financières internationales et des partenaires au développement. En février 2024, le pays a signé un accord de 35 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis pour développer la région de sa côte nord. Cependant, l'inflation continue de poser un défi important en Égypte avec une hausse des prix à la consommation enregistrée à 24,4% au cours de l'exercice 2023-2024. Le FMI prévoit une augmentation à 33,3% au cours de l'exercice suivant avant de diminuer à 21,2% au cours de l'exercice 2025-2026. Le Mali, le Sénégal, la Somalie, le Soudan et la République démocratique du Congo ont condamné mercredi l'attaque contre une installation de l'industrie de la défense dans la capitale turque. Cet attentat a fait 5 morts et 22 blessés, dont 14 sont toujours hospitalisés jeudi. 2 des assaillants ont été neutralisés par les forces de l'ordre après une explosion suivie de tirs devant le siège de Turkish Aerospace Industries. De nombreuses condamnations ont afflué de la part des soutiens de la Turquie. Je voudrais remercier tous nos amis qui ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité suite à l'acte terroriste perfide commis à Ankara hier. Cette attaque ignoble a encore renforcé la détermination de la Turquie à éliminer le terrorisme. Les autorités turques ont désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan comme probable responsable de cette attaque et ont mené en représailles des frappes contre les positions du PKK en Irak et en Syrie. Une discussion qui s'annonce mouvementée. Alors que le sommet du Commonwealth bat son plein au Samoa, plusieurs États africains et caribéens annoncent leur intention d'initier un débat sur les réparations liées à l'esclavage. Face à l'ancienne colonie, ils souhaitent une reconnaissance des faits reprochés, des excuses et aussi une réparation financière. Un sujet sensible que le Royaume-Uni ne semble pas prêt à aborder. Le porte-parole du Premier ministre, Keir Starmer, a ainsi déclaré que la question n'était pas à l'ordre du jour de cette rencontre majeure. En plus de la dette liée à l'esclavage, ces États africains et caribéens souhaitent que le Royaume-Uni reconnaisse son implication, comme d'autres États occidentaux, dans la crise climatique qui touche plus durement les États émergents. Pour rappel, entre le 15e et le 19e siècle, environ 12,5 millions d'Africains ont été enlevés et transportés de force par des navires européens pour ensuite être vendus en esclavage dans des colonies en Amérique et dans les Caraïbes notamment. Dans cette traite d'esclaves, le Royaume-Uni a joué un rôle de premier plan. Une poignée de main entre le président français et le Premier ministre libanais pour symboliser l'amitié entre les deux nations. À l'occasion de la conférence internationale sur le Liban, organisée par le chef de l'État Emmanuel Macron, le pays s'est engagé à apporter une aide financière en soutien à la population et à la souveraineté du Liban. Les Nations Unies ont lancé un appel à hauteur de 426 millions d'euros. La France apportera 100 millions d'euros à l'occasion de cette conférence. Ce qu'il faut, c'est tout simplement abriter les familles, nourrir les enfants, soigner les blessés, continuer d'assurer la scolarité des élèves. Il faut trouver des solutions d'autant plus vite qu'il faut à tout prix
éviter que le déplacement des gens du sud vers Beyrouth et d'autres régions du Liban ne crée de nouvelles divisions parmi les Libanais. Le 30 septembre dernier, l'armée israélienne, en conflit avec le Hezbollah, a lancé une offensive terrestre dans le sud du Liban. S'en est suivi des bombardements qui, à ce jour, ont fait au moins 1500 morts et plus de 800 000 déplacés. Jeudi s'est tenue la séance de clôture du sommet du bloc des économies en développement, BRICS. Le sommet de 3 jours qui s'est déroulé dans la ville de Kazan a porté sur l'approfondissement de la coopération financière ainsi que sur le règlement des conflits régionaux. Dans son intervention, le président russe Vladimir Poutine a appelé à de profondes réformes du système de l'ONU. Nous considérons qu'il est important pour le bon fonctionnement de l'ONU d'adapter sa structure aux réalités du XXIe siècle, d'élargir la représentation des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, y compris ceux dont les dirigeants sont présents dans cette salle, au Conseil de sécurité et dans d'autres organes clés. La réforme des institutions de développement de l'ONU et des structures financières mondiales est également attendue depuis longtemps. Les BRICS, qui contenaient initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se sont élargis pour inclure l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Dernièrement, la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont officiellement déposé une demande d'adhésion à l'Alliance.